Bonjour, de retour dans la grande nef du musée de la Grande Guerre de Meaux pour le salon de la BD historique avec un nouveau Facebook Live avec Victor Lepointe qui vient nous parler de son album Après l'orage. Alors, Victor, bonjour. Et est-ce que vous pouvez déjà, dans un premier temps, nous résumer en quelques phrases l'intrigue de l'album? Oui, alors c'est une bande dessinée que je dirais plutôt un roman graphique sur un épisode de la bataille de la Marne. Donc le but c'est pas de raconter la bataille. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de livres qui ont été faits, qui sont très bien faits d'ailleurs pour ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de raconter un peu cette ambiance des premiers combats de 1914 et en fait la découverte de la guerre moderne en fait. Et du coup, l'intérêt et l'originalité de ce livre, c'est qu'on est à un secteur du front où l'important était de tenir pour que la percée puisse se faire justement ici, là où est installé ce musée de la Grande Guerre à Meaux. Là, on est dans le secteur de Vitry-le-François et j'ai pas choisi ce secteur-là par hasard puisque ça se passe à 2 kilomètres de mon village, là où j'ai grandi en fait. D'accord, donc un lien personnel avec... Un lien très personnel, on va dire, oui. Ouais. Alors, ça parle de la bataille de la Marne. Quand on dit bataille de la Marne, on pense tout de suite au taxi. Là, on n'en voit aucun. Alors, c'est un parti pris. Vous n'avez pas voulu rentrer dans les clichés habituels sur cette bataille. Alors, comme je l'ai dit, il y a déjà eu beaucoup de livres où on a un peu reparlé à chaque fois de... Alors les taxis de la Marne, ça en fait partie, mais il y a d'autres images qui collent un peu à cette bataille de la Marne. Et notamment les pantalons rouges. Alors, justement, j'en parle parce que j'ai choisi de suivre, du moins dans la première partie de l'histoire, un officier de l'infanterie coloniale. Donc ils n'ont pas de pantalons rouges, eux, pour le coup, ils ont des pantalons bleus, et, avec un képi aussi qui n'a pas de rouge sur le sommet, mais une encre de marine. Et, en fait, le but de ce récit, voilà, c'est d'aller un peu au-delà, de montrer que, en fait, la plupart des déplacements à l'époque, puisqu'on parle des taxis de la Marne, se font quand même à pied. Faut imaginer ces pauvres soldats quand même marcher parfois 30 km en une seule journée avec un pactage énorme sur le dos. Voilà, c'était ça que je voulais faire ressentir au lecteur, montrer un peu cette ambiance pesante avec la chaleur aussi qu'il devait faire à ce moment-là. Ces tenues qui étaient absolument pas faites pour endurer des chaleurs comme celle-ci. Et, voilà, je pense que ça se ressent assez dans le livre, quoi. Ouais, alors on sent évidemment qu'il y a un gros travail de documentation et on voit des choses, comme vous parliez du pantalon de Garance qui n'est pas chez tous les soldats dans Après l'orage. On a des idées en tête et il y a aussi, effectivement, on les voit beaucoup avec un pactage qui fait beaucoup de bruit. Là c'est pareil, c'est dans l'idée de camouflage, là on en est très 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 loin. Ah oui, oui, complètement. Je voulais vraiment montrer ça. Alors, personnellement, si je dois m'éloigner un petit peu du sujet, moi, ce qui m'intéresse globalement dans la Première Guerre, et ce que je trouve fascinant, c'est de voir à quel point en quelques semaines, et pour pas dire même en quelques jours, puisque là, tout se passe très rapidement, en fait, hein, pour cette bataille de la Marne, elle intervient assez rapidement dans le conflit. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce passage presque du 19e siècle au 20e siècle. Et en fait, c'est l'apparition de ouais, voilà, l'apparition de la guerre moderne dans tout ce qu'elle a de plus terrible pour ces hommes qui, à l'époque, ne se doutaient absolument pas de ce qu'ils allaient endurer, quoi. Oui, parce qu'effectivement, on voit dans la bande dessinée, il n'y a pas encore de tranchées, il n'y a pas encore de paysages dévastés. On est dans la campagne et effectivement, les combats commencent et là, on sent que ça bascule. Oui, oui, complètement. Alors, encore une fois, pour moi, ce qui est important, c'est de montrer cette ambiance-là. Et en fait, il faut imaginer des distances qui sont énormes. On s'en rend bien compte d'ailleurs ici à Meaux, quand on regarde autour, on a des champs comme ça à perte de vue. Il faut imaginer
énormément de soldats, enfin des régiments entiers. Vous parliez du bruit que pouvaient faire les pactages et tout. Bah oui, oui, il faut imaginer ce que c'est que des hommes comme ça qui se promènent. Alors en plus, avec un qui va porter la mitrailleuse, l'autre un pactage. Enfin, ils avaient chacun comme ça tout un fatras sur le dos, quoi. Et oui, avec une guerre qui n'est pas tellement présente pour l'instant dans le paysage, en fait. Euh, alors, il va y avoir des villages meurtris, etc., des bombardements, mais là, on est surtout à ce moment-là du conflit sur une artillerie de campagne. La guerre se déplace relativement vite. Donc on n'est pas avec un paysage comme ça complètement meurtri, comme on va le connaître par la suite dans la Première Guerre à Verdun, dans la Somme, etc., où là on a des bombardements permanents pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Si on parle de la bataille de Verdun, c'est 300 jours de combat. Enfin, on retient ça comme idée. Donc c'est sûr que là, l'impact sur le paysage est pas du tout le même, quoi. Et alors, il y a beaucoup, enfin, c'est vraiment la guerre à hauteur d'homme, dans des petites escouades. Euh, c'est des anecdotes, une suite d'anecdotes. Est-ce que c'est tiré de faits réels que vous avez pu lire ou est-ce que vous avez complètement inventé? Alors comme dans ma BD que j'avais fait, ma toute première BD qui s'appelait La guerre des loups, le contexte est vraiment véridique. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec des spécialistes, j'ai moi-même épluché les archives, etc. J'ai travaillé aussi à partir d'un livre qui a été écrit par Jean Lanier, qui est un Vitria d'origine aussi, donc qui est né d'ailleurs dans le village dans lequel je parle dans le livre. Donc il a fait tout un tas de recherches. Je me suis appuyé sur ses travaux, mais pas seulement. J'ai aussi lu beaucoup de livres qui parlent de cette ambiance des premières semaines de 1914. Et il y avait un lieu justement qui était un peu mystérieux pour moi étant enfant, qui s'appelle le Montmoré. Euh, alors c'est une colline tout à fait ridicule. Je dis ridicule parce que pour des gens qui habitent dans un paysage vallonné, ça n'a rien c'est vraiment une petite colline, quoi. Un promontoire qui n'avait pas d'intérêt stratégique à proprement parler. Mais comme souvent dans la Première Guerre mondiale, on ne sait pas pourquoi les deux camps se sont acharnés à vouloir le prendre. Et je voulais un peu raconter ça, puisque j'en ai beaucoup entendu parler quand j'étais enfant. Enfin, vous savez, c'est un peu ce genre de territoire où finalement il y avait des obus encore dedans, etc. Donc les agriculteurs voulaient pas. C'était dangereux d'y aller, donc ils ont laissé ce lieu comme il était sur place. Donc la végétation a repris ses droits. Et voilà, c'était l'occasion de raconter la vraie histoire du Montmoré sans en faire un film hollywoodien, parce que c'est pas le cas non plus, mais sans voilà, passer rapidement. Je voulais m'attarder un peu sur cet épisode, qui n'est pour le coup pas connu, puisque, comme je l'ai dit au tout début de notre entretien, c'est pas un moment clé de la bataille de la Marne, c'est pas un secteur vraiment. Mais pour autant, les hommes qui se sont battus à cet endroit-là ont certainement permis, voilà, leur résistance a permis la victoire de la Marne possible, quoi. Voilà. Alors, c'est pas un moment clé, mais enfin, c'est très parlant, tout ce qu'on voit dans l'album sur l'état d'esprit et des débuts de la Première Guerre mondiale du côté français. Alors, vous avez parlé d'une première bande dessinée sur la Première Guerre mondiale. Voilà une deuxième. Est-ce que vous allez continuer dans ce créneau-là, je dirais, et qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans ce conflit? Alors, ben, ce livre est né quelque part, puisque ça se passe de là où je suis originaire. Donc je vais dire, pour parler en termes de bande dessinée, je suis un peu comme Obélix, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. Quand on est originaire de la Marne, et j'imagine que ça doit l'être encore plus pour ceux qui habitent en Meuse, pas très loin de Verdun, etc. C'est bon, on peut grandir en faisant complètement abstraction, mais bien souvent on est quand même attiré par l'époque.
En plus, moi, je me rappelle quand j'avais l'âge de comprendre certaines choses et, voilà, et de commencer à m'y intéresser, c'était l'anniversaire de la bataille de Verdun, etc. Donc, ils en ont quand même beaucoup parlé à l'époque. Et je m'y intéressais, je m'y suis vite intéressé en fait. Et donc, depuis tout petit, je me souviens d'une visite à Verdun où j'y étais allé enfant. Et j'ai le souvenir de ces trous d'obus. Voilà, pratiquement à perte de vue comme ça, et ça marque, je pense. Donc voilà. Donc j'aime pas trop dire que c'est une passion parce que le sujet est difficile quand même. Donc une passion, en tout cas, c'est un centre d'intérêt qui qui m'intéresse, voilà, énormément. Après, j'avoue que là, j'ai besoin peut-être de prendre un peu d'air avec le sujet. Mais je pense que oui, ça se pourrait bien qu'un jour j'y revienne. Alors pour m'intéresser peut-être plus à justement, pourquoi pas, à la bataille de Verdun ou voilà, des choses comme ça un peu plus tard dans le conflit, on va dire. Ouais. Très bien, eh ben, merci beaucoup Victor Lepointe pour Après l'orage. Je vous laisse repartir aux dédicaces Voilà. et puis je vous donne rendez-vous dans 20 minutes pour un prochain Facebook Live.